Bonjour à tous. Des outils, des formations. Il me semble très urgent aujourd'hui d'équiper les profs face à l'intelligence artificielle. Alors j'ai sollicité deux experts sur le sujet qui viendront nous en parler en plateau. C'est notre sujet à la une aujourd'hui de Smart Tech. Mais d'abord, je propose qu'on parte à la découverte d'une toute jeune pousse. Elle s'appelle Coralie Thérésine et elle est avec moi. Coralie Thérésine a 22 ans, elle est étudiante à l'École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci, spécialisée en data, en IA, membre du parcours de recherche. Bonjour Coralie, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Et puis toutes nos félicitations parce que vous avez lancé un projet de jumeaux numériques entièrement dédié à la santé. Vous pouvez nous en faire un petit pitch rapidement ? Ah oui, bien sûr. Alors, mon projet, qui est né dans le cadre du parcours recherche de mon école, a pour vocation de détecter précocement le sepsis. Donc, le sepsis, c'est une infection disproportionnée du système immunitaire. Et mon but, en fait, c'est voilà, de détecter le sepsis avant qu'il arrive. Parce que le Vous êtes sepsis, intéressée à cette maladie parce qu'elle vous touche de près ou c'était euh, un projet de recherche de toute façon de l'école ? Un peu des deux, je dirais. Elle me touche de près. J'ai eu une expérience personnelle avec cette maladie. D'accord. Mais je pense également qu'elle touche 11 millions de personnes et c'est aussi suffisant pour s'y intéresser. Et c'est avec plaisir que je le fais. Comment est-ce que vous avez procédé alors quand vous êtes lancé dans cette aventure de créer un projet technologique ? J'ai été d'abord bien épaulée, bien guidée, bien accompagnée. La première phase a pour vocation vraiment la recherche, l'état de l'art, pour savoir déjà ce qui se fait. Je ne suis pas la première à m'intéresser à cette problématique. Ouais. Et enfin, et ensuite plutôt, la phase de prototypage avec un jeu de données qui est disponible. Et là, donc la troisième phase qui se penche vers l'application, je dirais, dans des milieux hospitaliers. Et je suis Mais le actuellement choix dedans. de partir sur un jumeau numérique, quand est-ce qu'il s'est imposé ? Quand est-ce que vous vous êtes dit c'est vraiment la bonne idée d'aborder le problème ? Je me suis dit que c'est la bonne idée déjà face à la complexité et au grand nombre de données. Il faut avoir en fait des algorithmes assez poussés pour vraiment anticiper cette détection. Et donc voilà, cet outil qui existe dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est aussi intéressant de l'appliquer en santé. Et c'est-à-dire, vous construisez un jumeau numérique de quoi précisément ? C'est un jumeau numérique qui représente un peu le fonctionnement interne du corps à travers les variables médicales que l'on a, variables biologiques également, des comptes rendus médicaux, des radios. Il se base en fait sur toutes ces données pour un peu représenter Mais le c'est-à-dire fonctionnement les du corps. organes, les nerfs, les muscles, jusqu'où vous allez en fait Alors pour dans le la moment, moi je reproduction. suis plutôt sur les données biologiques, donc les données médicales également, la Les flux tension. sanguins, Pas encore, pas d'accord. encore. Déjà, donc les données biologiques, la pression artérielle, tous les outils qui peuvent être issus des appareils qui sont présents en milieu hospitalier. D'accord, donc vous partez de la donnée existante et ensuite ça vous permet de simuler quoi donc ? Une C'est ça. attaque virale ? Ce qui permet de simuler, ça va être le corps. Est-ce que quels sont les indicateurs qui pourraient se pencher vers une infection qui est au sepsis à travers la compréhension du sepsis. Donc, on essaye un peu de définir ce que c'est le sepsis. Donc, pour cela, on se base, par exemple, sur les travaux de Surviving Sepsis Campaign et également de l'échange avec le milieu, les médecins. Et en faisant ça, eh ben, on peut se dire, ben voilà, quelques heures avant, le corps aurait telle réaction. Et c'est grâce à ça qu'on peut prédire le sepsis. Et vous avez accès aux données, aux données médicales vraiment de personnes qui sont atteintes de la maladie ? Oui, 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 on a accès Il n'y a à pas de ces données-là. difficulté d'accéder à ces données ? Alors, il y en a, mais étant dans un centre de recherche, il faut donc passer certaines certifications. Et ensuite, on a accès à ces données-là, à des jeux de données, des datasets qui viennent de différents pays, afin de travailler dessus. Alors, vous êtes distinguée, lauréate des Margaret Awards 2026 par JFD, la JFD, donc la Journée de la femme digitale, dans la catégorie junior. Vous allez bénéficier comme ça d'un programme d'accélération ?
C'est ça, oui. Je bénéficie d'un programme d'accélération, que ce soit au Vous en niveau attendez quoi, de... vous? Qu'est-ce que j'en attends? Je dirais de l'accompagnement. Je le remarque déjà, du soutien, des opportunités. Et, Parce que quel est votre objectif à terme? bah, mon objectif à terme, c'est de développer cet outil jusqu'au bout, de pouvoir véritablement avoir un outil utilisable par les médecins, pas que dans un seul centre hospitalier, pas que uniquement en France, mais vraiment un outil qui aide tout un chacun. Mais ça veut dire sortir le projet de l'école, ça? Oui. C'est-à-dire créer une entreprise? Il, L'entreprise, pour moi, ce n'est pas vraiment une finalité. Je dirais que c'est plus le produit final. Et ensuite, si les hôpitaux décident de l'utiliser, il est à disposition. Donc Voilà. c'est que vous le concevez plutôt comme un projet de recherche, en sciences ouvertes qui serait, voilà, utilisable par, tous les professionnels, tous les hôpitaux, les centres, hospitaliers qui auraient envie ou besoin de l'utiliser, c'est ça? C'est ça. Et ben après, je pense qu'au fur et à mesure, je verrai un peu, voilà, ce qui pourrait en être de ce projet. Mais c'est vrai que pour le moment, mon but, c'est qu'il soit un outil utilisable d'abord. Mais vous vous projetez où par la suite? Moi, j'aimerais en fait continuer à travailler sur des soucis de santé. Il y en a énormément, et donc ça veut dire qu'il y a matière à faire là-dedans. Et donc c'est un peu ça. Je ne sais pas exactement encore lequel, mais plus j'avance et plus je dirais que ça se dessine et ça se concrétise et ça se En utilisant personnalise la technologie en utilisant l'IA et ses et outils. plutôt du côté de la recherche? C'est Plutôt du ce côté de qui la vous recherche, intéresse? oui. D'accord. Moi, je trouve que c'est complètement intriqué, il faut. Et comment l'école, se projette là-dessus? Parce que vous allez quitter l'école à un moment, Mhm. donc que va devenir ce projet? Il va continuer, il va continuer. Moi, je m'inscris en fait, dans une lignée, je dirais, d'élèves qui à chaque fois apportent un peu une certaine pierre à l'édifice. Moi, D'accord. j'ai conçu cette partie jumeau numérique, mais d'autres aussi travaillent sur vraiment le sepsis en lui-même, comment le comprendre. Et donc, eh ben, au contraire, je trouve que cette reconnaissance est aussi une reconnaissance pour l'école qui va permettre ben, de poursuivre ce projet et de voir un peu toutes les opportunités qui en découlent. Merci beaucoup et encore félicitations pour Merci à votre vous. prix de Margaret Junior 2026. Merci Coralie Thérésine. Donc, je rappelle que vous êtes à la tête et à l'initiative de ce projet de jumeaux numériques appliqués à la santé. Allez, c'est l'heure pour nous de nous intéresser à l'éducation. On reste donc un peu dans votre domaine, mais cette fois, on va s'interroger sur comment aider les professeurs, les enseignants, les maîtres et les maîtresses face à l'intelligence artificielle. Des outils, des formations, de quoi ont besoin les profs, les enseignants face à l'intelligence artificielle? C'est la question que nous allons traiter aujourd'hui à la une de Smart Tech. Voilà, moi j'ai appelé ça une urgence, hein. Il faut équiper les profs parce que j'ai vu vraiment beaucoup de désespoir, même ici sur ce plateau du côté des enseignants. Alors pour en parler, Marie-Christine Levet est avec nous. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Delphine. Fondatrice et PDG d'Éducapital, premier fonds d'investissement dans l'éducation en France. Et Romain Vanoudesden est à distance. Bonjour Romain. Vous êtes directeur scientifique, culture numérique, innovation, adjoint à l'orientation de l'offre de formation au sein du réseau Canopé. Donc, réseau Canopé, en quelques mots, c'est un opérateur ministériel, hein, de l'éducation nationale qui est chargé de la formation justement des enseignants. Donc, vous avez toutes les réponses. Est-ce que vous voyez aussi, d'ailleurs, Romain, cette panique du côté des profs face à l'IA? Alors, panique, peut-être pas. Je pense que le terme est un peu fort. Par contre, une forte interrogation Oui. et des changements cruciaux qui sont à venir. Ouais. Moi, je dis panique parce que j'ai quand même reçu un enseignant dans le supérieur qui était objecteur de conscience face à l'intelligence artificielle. Marie-Christine, il y a quand même c'est Alors une les très profs, très forte inquiétude. oui, mais les profs sont de moins en moins réticents. Il y a une étude intéressante qui a Ouais. été publiée par Ecouma qui montre que 40% des profs sont des convaincus critiques. D'accord. 40% sont des pragmatiques et 20% sont des réticents. Donc, et il y Donc j'ai avait beaucoup reçu des plus. exceptions en fait. Ouais, il y avait beaucoup plus de réticents auparavant, mais les profs, je pense, commencent à utiliser pour eux. Et en phase 2, ils ont des élèves qui se sont totalement emparés de l'outil. Les outils d'IA génératif, je trouve que c'est une révolution civilisationnelle. C'est aussi fort que l'avènement du web et du moteur de recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a 10 millions
d'élèves, d'étudiants, de lycéens, de collégiens qui utilisent des outils d'IA générative. Donc les profs ont en face d'eux finalement des élèves qui arrivent en cours en ayant déjà souvent demandé la réponse à ChatGPT. Donc je trouve que leur métier est totalement transformé. Ouais. La pédagogie doit se réinventer. Le devoir à la maison, est-ce qu'il vraiment il a du sens? L'oral du bac où on prépare des devoirs à la maison, est-ce qu'il a vraiment du sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas plus aller en cours et justement développer sa capacité de communication et plancher sur un sujet sans ChatGPT? Donc c'est clair qu'il y a une énorme remise en question des profs et un énorme besoin de formation. Je crois que 80% ouais. des profs demandent à être formés. Oui, il y a quand même de quoi se sentir désemparé, Romain. Qu'est-ce qu'on leur donne aujourd'hui comme outil pour les aider à s'y retrouver justement face à cette transformation majeure? Clairement, et c'est tout le rôle de Réseau Canopé, c'est le premier des outils, et d'ailleurs peut-être le seul outil véritablement dont auraient besoin les enseignants et toute la communauté éducative. Hein. C'est pas juste les enseignants, mais ce sont tous les éducateurs qui tournent autour de nos jeunes. C'est de la formation, c'est de l'accompagnement, c'est comprendre ce qu'est l'IA d'abord, tout comme il a été nécessaire, et peut-être qu'on n'a pas très bien réussi de comprendre ce qu'était le numérique. Est-ce que ça peut changer, comme le disait Marie-Christine Levet? Il y a énormément de changements de posture qui sont induits par cette technologie, et notre rôle, le rôle de Réseau Canopé en particulier, c'est de faire émerger des pratiques pertinentes, des pratiques pédagogiques pertinentes, parce qu'il est nécessaire de penser d'abord la pédagogie avant de penser la technique, et puis de pouvoir répondre à des questions que je vais dire très triviales, mais c'est comment je fais demain matin dans ma classe avec mes élèves qui, en effet, peuvent en savoir parfois plus que ce que je pensais, dans une dimension un peu différente de je pensais arriver et être celui qui donne le savoir, et donc maintenant je suis celui qui va faire émerger les connaissances au sein d'une classe. Et là, l'IA, tout comme le numérique, sont des catalyseurs extrêmement forts, puissants et très intéressants, des leviers éducatifs très intéressants, mais qu'il faut pouvoir maîtriser. Et c'est là où des opérateurs, pardon. Non, mais parce que vous disiez que aujourd'hui c'était davantage des facilitateurs. En tout cas, c'était vers ça qu'on devait tendre pour faire émerger des connaissances. Mais est-ce que c'est pas déjà le cas quand même depuis quelques années? Et comment est-ce qu'on peut apporter une seule et même réponse? Est-ce qu'on peut apporter une seule et même réponse d'ailleurs aux enseignants face à cette transformation? Et il ne faut pas prendre le corps enseignant comme étant un corps unique, et donc non, forcément il y a des réponses différentes, parce que on a affaire à des êtres humains qui sont face à d'autres êtres humains. L'éducation, c'est d'abord un enjeu social, et qui fait société, hein, d'ailleurs, qui est un des ciments de la société. Et c'est principalement ça qu'il faut pouvoir construire avec tous les enseignants et avec la plupart d'entre eux, et donc s'adapter finalement à tout cela. Et là encore, les intelligences artificielles génératives en particulier sont des outils qui peuvent nous aider, nous collectivement, la société, à avancer dans cette optique-là. Mais Marie-Christine. oui, alors le prof aujourd'hui passe quand même 50% de son temps, la moitié de son temps, à faire autre chose que finalement d'être en contact avec les élèves et à faire de la pédagogie. Et donc tous les outils. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Alors il fait de la préparation de cours, de la préparation de quiz, de QCM, qui est quand même une tâche assez rébarbative. Il fait de l'administratif, il fait de la correction des copies. Un prof passe en moyenne 6h30 par semaine à corriger des copies. Et ça, tous ces outils d'IA, aujourd'hui, il y a plein d'outils d'IA qui aident à préparer des cours, qui aident à faire des quiz, des QCM, plein d'exercices, voilà, qui sont quand même une tâche assez répétitive, et qui vont permettre aux profs de gagner du temps utile pour faire de la pédagogie, pour s'occuper d'élèves qui ont plus de problèmes, et ils auront, grâce à des outils, hein, ils pourront avoir des tableaux de bord où ils verront en 30 secondes finalement quel est l'élève qui a eu des difficultés, où il a eu des difficultés, etc. Donc c'est énormément d'outils qui peuvent, alors j'aime pas trop cette expression de prof augmenté, parce que je trouve que voilà, mais à un moment donné, qui peuvent l'aider à mieux faire son métier et avoir plus de temps. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme sujet de formation des profs. J'avais écouté l'audition à la commission parlementaire. Il y avait eu 35 000, je crois, journées de formation des profs. C'est super, mais c'est peu par rapport à 850
250 000 Ah oui. profs. Aujourd'hui, les profs, c'est le seul salarié en France qui n'a pas de RH. Le prof n'a pas de RH. Tous les salariés dans toutes les entreprises, ils sont formés régulièrement, ils sont évalués, etc. Un prof, il voit un inspecteur 2 fois dans sa vie, il est un peu seul. Donc, il faut énormément l'accompagner. Et tous ces outils peuvent l'accompagner à vraiment faire de la pédagogie et à développer. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette école des 4C, là, dont parlait le philosophe Yuval Harari. C'est l'école qui permet de développer l'esprit critique, le jugement à l'ère de l'IA. Il va falloir vraiment même analyser, aider les élèves à analyser ce qui sort de l'IA, parce que entre une question posée à DeepSeek, une question posée à ChatGPT, voilà, une question posée à Mistral, il y a des valeurs différentes, etc. Il va falloir les aider à développer cet esprit critique, il va falloir les aider à développer des capacités de communication, des capacités de convaincre les autres à l'oral, de collaborer en équipe. C'est toutes ces choses que finalement on n'a pas le temps de faire à l'école aujourd'hui. Heureusement pour la formation des profs, il y a le réseau Canopé, Romain. C'est quand même la question de l'outil. Parce que vous nous avez expliqué qu'en fait, la réponse face à cette transformation, c'est pas forcément des outils pratiques, mais ces outils, il va quand même falloir les mettre entre les mains des professeurs. Ces outils qui, comme le dit Marie-Christine, peuvent aider les professeurs à justement transformer leur manière de travailler. Oui, bien sûr. Notre rôle, ça sera jamais de donner un outil, évidemment, et encore moins un outil dont on n'est pas sûr de la souveraineté des données. Donc, il ne sera jamais question, finalement, de dire utiliser DeepSeek ou ChatGPT qui ont été mentionnés. Oui. Et au contraire, l'État est en train de travailler à une distribution de licences et d'accès à un outil qui serait souverain, un ChatGPT souverain qui s'appelle l'assistant IA, et qui doit être mis à disposition normalement de tous les agents du service public, donc l'éducation, mais bien au-delà, probablement à la fin de l'année 2026. C'est une première réponse extrêmement intéressante parce que c'est une brique sécurisante, et un des outils entre guillemets qu'il faut pouvoir donner aux enseignants, c'est de la sécurité. C'est un cadre finalement d'usage qui me permettent à moi en tant qu'enseignant d'y aller sans avoir à me poser énormément de questions, et d'avoir par contre les éléments de réponse pour accompagner et les élèves et les parents des élèves ou les étudiants sur les questions de souveraineté des données en particulier. Donc ça, c'est vraiment très important, et c'est une des premières briques finalement, accompagnée de ce qui est déjà mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, qui est la charte d'usage des IA, puisque évidemment les enseignants, les 870 000 enseignants qu'on a en France, et sans compter ceux du supérieur, n'ont pas attendu cet assistant IA, n'ont pas attendu d'avoir une charte d'usage pour aller regarder. Les enseignants sont globalement plutôt des hackers, des gens qui vont fouiner, qui vont regarder, qui vont construire avec leur propre, avec deux bouts de papier et des ciseaux. Et ben là, ils font un peu la même chose, et ils vont chercher tout ce qu'il faut pour pouvoir construire tout ce qu'il faut, et qui est globalement mis à disposition. Je ne vais pas parler de gratuité, parce que parler de gratuité pour un ChatGPT, ce serait occulter le fait qu'on donne beaucoup à ChatGPT à chaque fois qu'on l'utilise. Ah oui, absolument. Oui, ça, les modèles économiques des grandes plateformes numériques, on les connaît bien. Alors moi, oui, parce qu'en termes d'outils, sur ce sujet, sur la sécurité, la confiance, ça veut dire que vous allez aussi privilégier des solutions de start-up françaises, alors? Alors, moi, sur ce sujet-là, je pense que déjà, il y a une urgence à créer une filière EdTech française souveraine, ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis quand même pas mal d'années. Et là, on est confronté au fait qu'il va y avoir une utilisation massive des outils d'IA générative, et les outils d'IA générative, des LLM, que ce soit ChatGPT, Claude, Mistral, ce ne sont pas des outils pédagogiques. Donc déjà, ils ne se rappellent pas de la manière dont laquelle l'élève apprend. Ils donnent la réponse toute faite, et donc ils ne sont pas dans une logique de faire progresser l'élève. Donc on va arriver, il y a une étude qui est très intéressante qui a été faite par le MIT, qui a montré que quand on arrive dans de déficience cognitive, dans un état de déficience cognitive, puisque quand on réécrit ce que ChatGPT vous a donné comme réponse, 85% des
personne, que ce soit des jeunes ou même des adultes, ne se rappellent pas de ce qu'ils ont recopié quelques jours, même quelques heures après. Donc on est en train de développer une génération de gens qui vont vraiment avoir une déficience cognitive forte. Et donc au contraire, chez les élèves, mais ça peut atteindre les profs aussi. Mais au contraire, les EdTech et les outils pédagogiques qui se basent sur les grands modèles, mais qui entraînent des données pédagogiques, des données qui font attention aux données et qui en plus mettent en place de la pédagogie, qui ont vraiment des outils pédagogiques, eux, ils font progresser l'élève. C'est vraiment la maïeutique socratique, c'est je fais accoucher l'élève et le fais progresser pas à pas et le fait retenir. Et donc c'est pour ça c'est urgent d'avoir des EdTech pédagogiques qui, bien sûr, se basent sur les LLM, mais qui ne sont pas les LLM. Et face à l'État qui veut développer son propre outil souverain, je suis assez sceptique parce qu'aujourd'hui, il y a 2000 entreprises EdTech qui le font très bien, qui sont des entreprises très agiles, qui aussi ont souvent des moyens, qui ont des ingénieurs, etc. Et au contraire, qui pourraient travailler en coordination avec l'État et bien sûr dans une logique de respect fort des données des élèves. Mais il y a urgence à le faire, puisque si on attend trop longtemps, on va avoir une mainmise totale des outils d'IA générative C'est-à-dire si l'offre n'est pas assez riche ou si l'offre n'est pas assez convaincante ou facile à utiliser. Mais l'offre, elle existe aujourd'hui. Il y a plein d'EdTech qui proposent des outils d'IA générative. Dans le portefeuille qui sera proposé, on va dire officiellement, parce que Roman nous avait expliqué que les profs étaient des hackers, mais il y a quand même cette offre officielle qui leur est proposée. Si dans cette offre officielle, finalement, il n'y a pas grand-chose qui correspond aux vrais besoins, aux vrais usages et aux vraies commodités qu'on a sur le marché, ça risque d'être un échec. Donc, comment est-ce qu'on fait pour intégrer effectivement une filière EdTech? Est-ce que ça fait partie des réflexions que vous avez, vous? Qu'on a forcément avec le ministère, et c'est vrai que le ministère, mais Marie-Christine l'a dit, il est dans une position où il est évidemment avec un rôle étatique, et ce dont je parlais, l'assistant IA, c'est bien à destination des enseignants et pas pour un usage auprès des élèves. Donc il y a une distinction à faire à ce niveau-là. Par contre, et le ministère impulse également une politique auprès de... peut-être pas suffisamment de EdTech là, mais des EdTech qui ont produit et qui mettent à disposition des outils pédagogiques avec de l'IA ou non, ça existe. Ils sont implantés et ils sont impulsés par l'État à différents niveaux, par le ministère de l'Éducation nationale et en particulier via la direction du numérique éducatif, avec des programmes comme le P2IA. P2IA, l'idée, c'était de mettre de l'investissement et de la recherche et développement, de financer du recherche et développement pour des solutions à destination des élèves du primaire. Et donc, c'est des outils qui ont, par exemple, été un soutien énorme au moment de la pandémie. Donc, il y a un rôle, en effet, à jouer au niveau de l'État et auprès d'une filière. Il faut pouvoir, et c'est une des missions du ministère, et il faut que ces compétences d'usage, elles soient développées avec, en parallèle, des outils. Sinon, les compétences d'usage dont je parlais avec la formation. Si on y va avec des outils seulement, ça ne va pas suffire. Et si on y va avec de la formation exclusivement théorique, ça ne suffira pas non plus. Donc, il y a en effet tout un engagement important à faire et qui soit pensé, donc de l'outil, de la formation et évidemment un cadre sécurisé et sécurisant posé par l'État, que ce soit au niveau pour les enseignants, pour les élèves, pour les parents, mais aussi pour la filière. Alors effectivement, il y a eu de l'argent dépensé et donné par le programme d'investissement d'avenir pour développer des EdTech éducatives et des choses assez que même certains pays étrangers nous ont envié dans l'apprentissage de la lecture avec de l'IA adaptative qui permet vraiment de s'adapter à chaque élève en fonction de son niveau, de l'apprentissage des maths. Il y a eu plein d'études d'impact qui montrent qu'avec ces outils d'IA adaptative, les élèves en difficulté progressent beaucoup mieux. Donc là, vraiment, ça a été montré par des études de recherche. Très intéressant aussi, ça a été montré que les filles, par exemple, en maths, progressaient 4 fois plus que sans outils, parce que souvent les filles se mettent elles-mêmes leurs propres barrières. Mais tous ces outils qui ont été développés sont restés à l'état de
d'expérimentation, de POC, etc. Et on n'a pas eu d'une politique nationale de vraiment créer un marché et les conditions d'un marché. Ah mais ça, c'est toujours le même sujet. Et si on va... finance au départ, Voilà. mais après, il n'y a pas la partie achat. Il n'y a pas la partie achat, création de marché. Et quand on va dans les pays voisins, sans aller aux États-Unis, en Chine, etc., on va en Angleterre, on va dans les pays nordiques. En Angleterre, dans un grand salon d'éducation, qu'est-ce qu'on voit? On voit le prof avec son petit sac qui passe dans toutes les stands des différentes EdTech, qui voit le produit qui l'intéresse le plus. Et aujourd'hui, il y avait un projet qui était mais qui n'a jamais vu le jour, c'est de créer un chèque EdTech pour les enseignants. Un chèque EdTech pour les enseignants, et sur une plateforme pour leur proposer de choisir l'outil dont ils ont besoin. Alors bien sûr, avec des directives faites par l'éducation nationale, parce qu'il ne s'agit pas que chaque école fasse ce qu'elle veut, etc. Il y aura des directives sur des sujets très importants, sur les données, sur ce qu'on apprend de différentes classes, mais à un moment donné, de donner beaucoup plus marché, en fait, dans laquelle les solutions seraient validées par l'éducation nationale et dans laquelle les profs pourraient faire leur shopping. Et donner beaucoup plus de liberté pédagogique aux profs. Juste pour... parce qu'on arrive déjà à la fin, terminer sur l'urgence, parce qu'on a parlé de la question de la manière dont ça peut modifier l'enseignement, faciliter les préparations des cours, de la classe. On n'a pas parlé du problème de la correction des copies. Alors, la correction des copies, c'est un gros sujet. On voit tous les deux arriver plein d'EdTech sur le sujet, avec des résultats assez bluffants. Alors, est-ce que ça veut dire une solution qui va nous aider à voir s'il y a de l'IA ou pas dedans? Alors, il y a des solutions aussi qui essayent de voir si l'élève triche. Ça aussi, il y en a pas mal qui se sont développées. Il y a des solutions qui essayent aussi, des solutions assez simples, qui peuvent aussi... le professeur s'enregistre et finalement, c'est l'IA qui va rendre l'écrit, faire un peu un compte-rendu de ce que le professeur aura dit et le présenter à l'élève sous différentes formes, en remplissant aussi, là, tu l'as bien fait, là, tu l'as pas bien fait. Donc voilà, il y a plein de sujets d'évaluation. Et surtout, l'avantage de la correction de copie, c'est que derrière, elle peut donner naissance à des exercices de remédiation. Qu'est-ce qu'il faut progresser, quels sont les sujets sur lesquels tu dois avancer. Oui, la correction de copie, c'est un gros sujet parce que c'est beaucoup de temps, souvent un peu rébarbatif, passé par les profs. Alors que c'est super important en fait pour la suite. Romain, vous avez 30 secondes pour me dire pour vous vraiment quelle est l'urgence, le sujet le plus important aujourd'hui pour aider les profs. Pour moi, c'est les accompagner dans un véritable changement de posture et en particulier de s'intéresser à la façon dont les jeunes utilisent déjà l'IA. On a interrogé plusieurs jeunes sur les représentations qu'ils ont de l'IA en éducation, que ce soit des collégiens ou des lycéens. Et à chaque fois, en fait, on a bien vu qu'ils étaient OK pour apprendre à vivre avec la technologie, qu'ils faisaient déjà preuve de beaucoup d'esprit critique. Et finalement, ce qui manque, c'est peut-être encore que les enseignants, eux, en soient convaincus, soient suffisamment curieux et sans a priori des usages de certaines applications qui sont même peut-être pas forcément des applications éducatives, mais qu'ils s'appuient sur tout ça. Donc c'est des véritables compétences numériques et pédagogiques qui sont à travailler et qui vont dans le sens évidemment de ce qu'on pourrait envisager comme étant après des critères d'employabilité. L'adaptabilité des élèves, elle est vraiment primordiale. Merci beaucoup. Merci Romain Van Oudesden d'avoir été avec nous du réseau Canopé et Marie-Christine Levet d'EduCapital. Merci également. Les former avant tout les profs. Les former, la curiosité, on a compris. Merci à tous les deux. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech, votre émission sur la tech que vous regardez sur la chaîne Bismart. À très bientôt.